les attentats de Paris, 13 novembre 2015. Bonjour à tous. Il y a des dates qui marquent une génération entière. Des dates où chacun se souvient exactement où il était. Des dates où le temps semble se figer. Des dates après lesquelles plus rien n'est comme avant. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Il est 21h à Paris et l'air est doux. Étrangement doux pour un mois de novembre. Les terrasses de café du 10e et du 11e arrondissement débordent de vie. Au Stade de France, à Saint-Denis, près de 80 000 personnes assistent à un match amical France-Allemagne. Et dans la salle de concert du Bataclan, 1500 spectateurs vibrent au son des Eagles of Death Metal. C'est une soirée ordinaire, une de ces soirées où Paris vit, respire, s'amuse. Et puis, en quelques heures, l'horreur la plus pure frappe la capitale. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais perpétrée sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. 130 personnes assassinées, des centaines de blessés, des milliers de traumatisés. Comment la France s'est-elle retrouvée dans le viseur de l'État islamique ? Comment cette nuit d'effroi s'est-elle déroulée minute par minute ? Et surtout, comment un pays tout entier a-t-il dû apprendre à vivre avec cette blessure ? Découvrons ensemble le récit de cette nuit du 13 novembre 2015, celle qui a forcé la République à se redéfinir face à la terreur. Pour comprendre ce qui se passe ce soir-là, il faut revenir quelques années en arrière. Depuis le début des années 2010, la menace terroriste plane sur la France et l'Europe. On parle beaucoup de ces revenants du djihad, ces jeunes Européens partis combattre en Syrie aux côtés de l'État islamique et qui reviennent encore plus radicalisés, entraînés, prêts à passer à l'acte. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi attaquent la rédaction du journal Charlie Hebdo, qu'ils accusent d'avoir montré des caricatures insultantes du prophète. Le surlendemain, Amédi Koulibaly prend en otage l'Hyper-Cacher, un supermarché qui vend de la nourriture cachère, donc à destination de la communauté juive. 17 morts. La France est sous le choc. Mais les services de renseignement le savent, ce n'est qu'un début. En avril 2015, Sid Ahmed Glam prépare une attaque contre des églises. En août, dans le train Thalys Amsterdam-Paris, un homme ouvre le feu avant d'être maîtrisé par des passagers, dont 3 soldats américains en permission. Marc Trévidic, qui est un juge antiterroriste, lance un avertissement glaçant quelques semaines avant les attentats du 13 novembre. Je le cite, « Les jours les plus sombres sont à venir. La France est l'ennemi numéro 1 de l'État islamique. » Le Bataclan aussi est désigné comme une cible potentielle, au moins depuis 2008. Oui, des événements de soutien à Israël ont été organisés dans cette salle de concert. Et pour les djihadistes, c'est un symbole. En août 2015, un terroriste interpellé révèle avoir été mandaté par Abdelhamid Abaoud, retenez bien ce nom, pour frapper justement une salle de spectacle ou un concert en France. Bref, vous l'avez compris, tous les voyants sont au rouge. D'ailleurs, le plan Vigipirate est au niveau alerte attentat en Île-de-France depuis janvier 2015. Et l'opération Sentinelle déploie des militaires dans les rues. La France est en état d'alerte maximum. Mais personne, absolument personne, n'imagine l'ampleur de ce qui se prépare. Parlons maintenant de ceux qui ont organisé cette nuit d'horreur. Mais d'abord, revenons une seconde sur ce qu'est l'État islamique. On appelle aussi Daesh. Daesh, c'est l'acronyme en langue arabe de État islamique en Irak et au Levant. C'est une organisation terroriste djihadiste, issue d'Al-Qaïda, et qui a profité du chaos de la guerre civile syrienne et irakienne pour conquérir un immense territoire entre 2014 et 2017. À son apogée, Daesh contrôle une région grande comme la moitié de la France. Il proclame même un califat, c'est-à-dire un État islamique radical, avec leur propre capitale, Raqqa, en Syrie. Alors leur idéologie est simple, c'est une vision ultra-violente et totalitaire de l'islam, rejetée par l'immense majorité des musulmans du monde entier. Et leur méthode, la terreur, les exécutions publiques, la destruction du patrimoine, l'esclavage. Et aussi des attaques terroristes partout dans le monde pour répandre la peur
et recruter de nouveaux combattants. 90% de ces victimes civiles sont des musulmans, qui vivent principalement en Irak, en Syrie et en Turquie. Et là en Syrie donc, et à Raqqa précisément, une branche spéciale de Daesh planifie des attaques en Europe. Son nom, Amn al-Karji, la direction des opérations extérieures. Et sur le terrain, c'est Abdelhamid Abaoud, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dirige. Un franco-marocain de 28 ans, qui est devenu l'un des cerveaux du terrorisme islamiste en Europe. Alors il a déjà tenté de frapper. En janvier 2015, il y a une cellule qui coordonnait, qui est démantelée à Verviers, en Belgique. Mais lui, il échappe à chaque fois. Et justement, parlons maintenant de la Belgique. Pour les autorités françaises, c'est clair, la Belgique est devenue la base arrière logistique des kamikazes. À Charleroi, à Schaerbeek, à Auvelay, des appartements sont loués discrètement, des planques, comme on dit. Et c'est là que le commando se prépare pendant des mois. Salah Abdeslam, un franco-marocain de 26 ans, qui est né à Bruxelles, va jouer un rôle crucial. Il convoie les membres du commando entre la Belgique, la Hongrie et l'Allemagne. Il loue des voitures, il organise la logistique. Attention, c'est important, la même cellule est impliquée dans les attentats déjoués à Verviers en janvier 2015, les attentats de Paris en novembre et ceux de Bruxelles en mars 2016. C'est donc une véritable organisation structurée. Mais pourquoi la France ? Daesh l'a revendiqué explicitement dans un communiqué. Paris est, je cite, « la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe ». En clair, c'est une vengeance. Depuis le 27 septembre 2015, c'est-à-dire 2 mois avant les attentats, la France mène des frappes aériennes en Syrie contre Daesh. Et pour l'État islamique, il faut punir la France, faire saigner ce pays qui bombarde ses positions. Mais il y a aussi un objectif beaucoup plus pervers. Provoquer la division, créer des affrontements entre communautés. La France est le pays d'Europe où il y a la première communauté musulmane. La France est le pays d'Europe où il y a la première communauté juive. Et donc l'idée, c'est de faire monter le racisme, faire monter le rejet des musulmans pour favoriser le recrutement de nouveaux djihadistes, briser l'unité de la nation, ce fameux vivre ensemble à la française. D'ailleurs, le choix des cibles n'est pas anodin. Les terrasses du 10e et du 11e arrondissement, c'est la jeunesse parisienne insouciante, cosmopolite, tolérante. C'est un certain art de vivre que les terroristes veulent détruire. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Il est 21h16 précise. Au Stade de France, le président François Hollande est en tribune présidentielle pour un match amical France-Allemagne. Dans les gradins, 80 000 spectateurs chantent, encouragent les Bleus. Et puis soudain, un bruit sourd. Comme une grosse détonation. Le général Philippe Boutineau, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, est présent dans le stade. Il entend l'explosion, pense d'abord à un gros pétard, peut-être des supporters un peu trop enthousiastes. 21h20, 4 minutes plus tard, deuxième explosion, plus forte. Cette fois-ci, le général Boutineau se précipite à l'extérieur. Et là, il voit l'horreur, une jambe déchiquetée gisant sur le sol, des fils électriques qui dépassent d'un corps démembré. Un kamikaze. 3 explosions ont lieu au total près du Stade de France. 3 kamikazes qui tentaient d'entrer dans l'enceinte, mais qui, bloqués par la sécurité, se sont fait exploser à l'extérieur. Manuel Dias, un chauffeur de car de 63 ans, est tué. C'est la seule victime civile du Stade de France. Les terroristes voulaient faire un carnage dans le stade bondé, ils ont échoué. Mais pendant ce temps, à Paris intramuros, la nuit bascule dans l'épouvante. 5 minutes après la deuxième explosion au Stade de France, entre 21h25 et 21h36, une Seat Leon noire traverse les 10e et 11e arrondissements. À son bord, 3 hommes, armés de kalachnikov. Imaginez la scène, les terrasses de café sont pleines, les gens boivent un verre, discutent, rient. C'est une soirée de vendredi ordinaire. Quand je suis arrivée sur les terrasses, il y avait un monde fou. C'était la lumière partout, la musique, et c'était super cool. La Seat Leon s'arrête devant le Carillon et le Petit Cambodge, rue Alibert. Les terroristes descendent,
ouvre le feu à l'arme automatique. En quelques secondes, 13 personnes sont tuées. J'ai vu une dame assise sur une chaise du carillon, la terrasse du carillon. Elle tenait son verre de bière, mais elle était morte. Puis la voiture repart, direction la rue de la Fontaine-au-Roi. Le café La Bonne Bière et Casa Nostra. Nouvelle fusillade, 5 morts. 21h36, la Seat Leon arrive rue de Charonne, devant un café-restaurant qui s'appelle La Belle Équipe. La terrasse est bondée, les assaillants tirent sans distinction. 21 personnes sont assassinées. C'est la fusillade la plus meurtrière de la soirée. Il y avait du sang partout, les gens sont tombés comme des mouches. C'était une vraie scène de guerre. J'avais l'impression d'être dans les tranchées. Des corps s'effondrent, des hurlements, des gens qui se jettent au sol, qui rampent, qui tentent de se cacher derrière les tables. Et les terroristes crient « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand ». Ils justifient leurs actes comme des représailles aux frappes françaises en Syrie. Au total, 39 personnes sont tuées sur les terrasses. 39 vies fauchées en quelques minutes. 21h40, boulevard Voltaire. Au comptoir Voltaire. Brahim Abdeslam, le frère de Salah Abdeslam, entre dans le café. Il se fait exploser. Lui seul meurt. Sa ceinture d'explosifs était peut-être défectueuse. Mais l'opération la plus meurtrière, la plus longue, la plus traumatisante, se déroule ailleurs. « 21h40, boulevard Voltaire, au 50 boulevard Voltaire précisément. 3 hommes descendent d'une Volkswagen Polo noire. Ils ont entre 20 et 29 ans. Ils portent des kalachnikovs et des ceintures d'explosifs. Avant d'entrer dans la salle, ils envoient un message à un numéro belge. On est parti, on commence. À l'intérieur du Bataclan, le concert bat son plein. Les Eagles of Death Metal viennent de commencer leur chanson Kiss the Devil. 1500 spectateurs sont là, entassés, joyeux. Les 3 hommes entrent, ils ouvrent le feu. Certains spectateurs pensent d'abord à des effets pyrotechniques, une mise en scène du groupe. Mais très vite, c'est la panique. Les gens se jettent au sol, tentent de fuir, se cachent comme ils peuvent. On était tous allongés et là, j'ai vu qu'en fait, ils tiraient de partout. Et donc là, c'est l'instinct de survie où on est tous au sol, on bouge pas, on voudrait rentrer dans le sol pour pas qu'on nous voie. Les uns sur les autres recroquevillés, à entendre tous les coups de kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà. Pendant plus d'1 heure, les terroristes vont tirer méthodiquement sur la foule, recharger leurs armes, achever les blessés. Certains spectateurs parviennent à s'échapper par les issues de secours. D'autres se réfugient dans les loges, dans les toilettes, retiennent leur respiration. 21h51. 2 policiers de la BAC de nuit du Val-de-Marne arrivent sur les lieux. 2 hommes parmi les premiers intervenants. Ils entrent dans la salle, essuient des tirs, ripostent. Ils parviennent à abattre un des terroristes au rez-de-chaussée et sa ceinture explose. Les 2 autres terroristes se replient à l'étage avec une 12aine d'otages. Pendant ce temps, dans tout Paris, c'est la confusion totale pour les forces de l'ordre. Dimitri Kalinine, le chef du commissariat du 3e arrondissement, est rappelé d'urgence. Christophe Molmy, le chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, reçoit l'alerte par SMS à 21h47. Il se précipite sur place. Les terroristes sont retranchés à l'étage. Ils menacent de décapiter les otages. Les négociateurs tentent alors d'établir un dialogue, mais la situation est intenable. Minuit 58, c'est l'assaut. La BRI et le RAID pénètrent dans le Bataclan. Les 2 terroristes sont abattus, leur ceinture explose. Le bilan est effrayant. 90 personnes ont été tuées au Bataclan. 90. François Hollande, exfiltré du Stade de France en plein match, s'adresse à la nation peu avant minuit. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
il décrète l'état d'urgence sur tout le territoire national. C'est une première, depuis le putsch d'Alger en 1958. Ce sont des actes de guerre, dit-il d'une voix grave. C'est une armée terroriste, Daesh, qui s'en prend à la France. Cette nuit-là, policiers, pompiers, démineurs, médecins, ambulanciers font face à l'inimaginable. Plusieurs scènes de crimes simultanés, des dizaines de blessés graves, la peur d'autres attaques. Et pourtant, les services de secours parisiens avaient réalisé, quelques heures plus tôt dans la journée, une répétition générale d'un scénario de fusillade multisite. Une incroyable coïncidence. Dans les hôpitaux parisiens, c'est le plan blanc. Tous les personnels sont rappelés, toutes les opérations non urgentes sont annulées, les chirurgiens opèrent sans relâche. Sur les réseaux sociaux, le hashtag porte ouverte se propage. Des Parisiens ouvrent leurs portes aux personnes bloquées dans les rues, aux touristes coincés. Une vague de solidarité citoyenne. Le bilan final, 130 personnes tuées, plus de 400 blessés, dont une centaine dans un état critique. Et ce chiffre terrible deviendra même 131 avec le suicide d'un rescapé du Bataclan quelques années plus tard, incapable de vivre avec le traumatisme. 7 terroristes sont morts, tous se sont fait exploser ou ont été abattus. Tous, sauf un, Salah Abdeslam. Lui, il a fui. Il traverse la France cette nuit-là, puis se réfugie en Belgique. Il est arrêté 4 mois plus tard, le 18 mars 2016, à Molenbeek, après une traque internationale. Après une opération antiterroriste d'envergure, c'est la fin de 4 mois de traque. La police belge parvient à interpeller l'unique survivant du commando des attentats de Paris, qui ont fait 130 morts. Les attentats du 13 novembre 2015 ont bouleversé la France en profondeur. Mais ils ont aussi suscité une vague de solidarité internationale sans précédent. Dès le lendemain, partout dans le monde, les monuments s'illuminent aux couleurs bleu-blanc-rouge. L'Opéra de Sydney, la Porte de Brandebourg à Berlin, la CN Tower de Toronto, l'Empire State Building à New York. Le monde entier exprime sa compassion. Le 16 novembre, 3 jours après les attentats, François Hollande reçoit à l'Élysée une trentaine de chefs d'État et de gouvernement venus témoigner leur solidarité. Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, Matteo Renzi, tous se déplacent pour dire à la France « Nous sommes avec vous ». Au Bataclan, devant les autres sites touchés, des montagnes de fleurs, de bougies, de messages s'accumulent. Des anonymes du monde entier écrivent des mots de soutien, dessinent, déposent des peluches. Paris devient un lieu de recueillement international. Cette solidarité mondiale rappelle une chose essentielle. Le terrorisme ne vise pas seulement la France. Il s'attaque aux valeurs universelles de liberté, de culture, de vivre ensemble. Et c'est ensemble que le monde répond. L'état d'urgence, qui est décrété le soir même, est prolongé pendant 2 ans. Des perquisitions administratives, des assignations en résidence, des interdictions de manifester. La France vit alors sous un régime d'exception. En 2017, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme intègre de façon pérenne certaines mesures de l'état d'urgence. Et sur le plan mémoriel, un immense travail de mémoire collective s'engage. Le programme de recherche 13 novembre recueille pendant des années les témoignages des victimes, des proches, des soignants, des policiers, pour comprendre comment se construit la mémoire d'un tel traumatisme. Et puis, il y a le procès, le plus grand procès de l'histoire judiciaire française. De septembre 2021 à juin 2022, pendant 9 mois, la Cour d'assises spéciale de Paris juge 20 accusés. Salah Abdeslam, le seul survivant du commando, comparaît enfin. Et le verdict tombe. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du droit français. Il ne sortira jamais de prison. Mais au-delà des peines, ce procès est aussi un moment important pour les victimes et le pays tout entier. Des centaines de témoignages poignants, des récits de courage et d'horreur, des familles brisées qui tentent de reconstruire leur vie. En fait, le 13 novembre 2015 n'est pas seulement une date dans les livres d'histoire, c'est une cicatrice dans la mémoire collective française. Un moment où la terreur a frappé au cœur de la vie ordinaire, des terrasses de café ou d'un concert de rock. Mais voici ce que les terroristes n'avaient pas prévu. Dès le lendemain, les Parisiens sont ressortis. Les terrasses se sont remplies à nouveau. Les salles de concert ont affiché complet. Partout en France, dans les écoles, sur les places publiques, dans les stades, une minute de silence a été observée. Pas dans la peur, mais dans la dignité. Même pas peur. Paris est Paris, fluctuat nec migitur. Elle est battue par les flots, mais ne sombre pas. La devise de Paris. Ces messages ont fleuri partout sur les murs, sur les réseaux sociaux, dans les manifestations spontanées. Les attentats visaient à diviser, à créer la haine, à faire peur. Ils ont renforcé la cohésion nationale.
Ils ont rappelé l'importance de nos libertés et montré que notre mode de vie, cette fameuse douceur de vivre française, ne se laisserait pas détruire. Même le Bataclan a réouvert en novembre 2016, quasiment 1 an jour pour jour après les attentats, avec un concert de Sting devant les survivants et les familles des victimes. Un symbole fort. La vie, la culture, la joie reprennent leurs droits. Ce soir, nous avons 2 tâches importantes à concilier. D'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque il y a 1 an. Ensuite, célébrer la vie et la musique, comme le représente cette salle de spectacle historique. Nous ne les oublierons pas. Merci d'avoir écouté cet épisode qui, pour moi, ne fut pas le plus facile à enregistrer. S'il vous a touché, vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Chaque avis compte et m'aide à continuer à raconter ces pages d'histoire. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.